Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter mes travaux de doctorat, donc comme vient de dire après que je viens de finir. Et donc au cours de cette thèse, en fait, j'ai interrogé le rôle de l'hydrologie sur le fonctionnement d'un lac alpin. Et plus précisément au travers d'une comparaison de systèmes naturels ou équipés pour la production hydraulique. Ce travail a pu se faire grâce à l'encadrement de Marie-Élodie Perga et de Damien Bouffard, et les financements étaient de Segula Technologies et d'EDF. L'ensemble du projet, lui, s'est réalisé au sein du laboratoire Cartel, associant l'Université de Savoie et l'INRAE. Donc, plus précisément, notre thématique de recherche, elle, s'intègre plus largement dans le questionnement actuel de notre adaptation sociétale au changement climatique. Et donc, en effet, face à une augmentation de la demande en énergie décarbonée et des capacités de stockage d'énergie, c'est l'hydroélectrique qui va apporter une réponse stratégique importante via une flexibilité d'action forte sur la temporalité d'utilisation, qui vont permettre par exemple de lisser les pics de demande et de stockage d'énergie électrique potentielle dans les réservoirs. Par exemple, actuellement et prévu jusqu'en 2050, l'hydroélectrique va continuer à représenter entre 15 et 17 du mix énergétique mondial. À ce sujet, il y a une étude récente de Farinotti en 2019 là, qui permettait de représenter le potentiel hydroélectrique mondial avec les camemberts, donc qui représente le potentiel ventilé par la faisabilité de ces projets. Et donc on observe le potentiel important des zones de montagne, principalement les Andes, l'Himalaya et le Nord-Amérique. Et donc ces zones, en fait, elles représentent de véritables châteaux d'eau pour la planète. Et ce faisant, ça va devenir, et c'est déjà en fait, ça va continuer à se développer, des sites de Yann, développement. excuse-moi, on Ouais. t'entend très mal. Tu peux mettre ton micro devant ta bouche, parce que là, il Ah est oui. sur ta tête. Très juste. Merci. C'est mieux comme ça. Oui, Ok, super. désolé. Ouais, désolé. Ok, je disais, ouais, ces zones représentent de véritables châteaux d'eau, et donc ça va être des sites de développement stratégiques pour les capacités de stockage et de production, puisqu'associant à la fois hauteur de chute d'eau et réserve d'eau. Dans un contexte plus local, on observe le potentiel plus faible pour la France et l'Europe en général. Et donc là, les stratégies résultantes vont plutôt consister en une modification des aménagements et des scénarios d'exploitation associés. Donc pour l'hydroélectrique, de manière générale, il existe deux types d'ouvrages hydroélectriques. Ceux au fil de l'eau, où des seuils en fait sont mis en place afin de créer une faible hauteur de chute d'eau sans retenue, et ceux plus connus nécessitant l'aménagement d'un ouvrage de retenue, créant un réservoir artificiel ou modifiant des lacs naturels. Et donc là, dans le cadre de notre étude, c'est justement, on va s'intéresser à ce dernier exemple de type de fonctionnement. Et donc un de ces fonctionnements actuels, c'est la mise en place de stations de pompage par transfert d'énergie, ce qu'on appelle les STEP, où ces aménagements peuvent s'intégrer dans les structures déjà existantes, où seul le turbinage était couramment en place. Donc en fait, on va rajouter un système de pompage qui va permettre donc à la fois de turbiner l'eau quand on a une demande énergétique forte et quand on a suffisamment d'énergie sur le réseau, de pouvoir restocker cette eau sur le réservoir amont. Et au-delà de la question de la contribution au mix énergétique, en fait, les réservoirs hydrauliques représentent également un paramètre majeur dans notre réponse aux perturbations hydrologiques à venir en réponse au changement climatique. En fait, la modification spatiale temporelle du cycle de l'eau devrait renforcer le stress hydrique et les phénomènes de crue sur les hydrosystèmes. Donc le devenir de ces ressources demeure incertain, surtout en ce qui concerne leur qualité, et à quel point leur mise en exploitation modifie les tendances naturelles apparaît donc comme une question plus que pertinente. Donc c'est précisément l'objet de... On a donc pour objectif de mesurer si la modification de l'hydrologie lacustre altère le comportement naturel de ces lacs d'altitude et si possible de quantifier cet impact par rapport aux forçages environnementaux. Ce qu'on entend ici par forçages environnementaux, ce sont les paramètres naturels influant la dynamique lacustre. Donc ces paramètres, on peut les scinder en deux composantes, on en a déjà vu une partie dans les présentations précédentes. Donc l'une regroupant les paramètres agissant sur la réponse physique du système. Donc si on considère notre ouvrage schématiquement, avec le niveau d'eau et donc le niveau des sédiments. Donc on parle ici des conditions météorologiques ou le rayonnement solaire, la nébulosité, la température de l'air et le vent, ainsi que l'hydrologie du bassin versant et la transparence du lac réservoir,
vont participer à l'évolution du gradient thermique vertical du système, avec donc la mise en place de la stratification thermique. Pour les ouvrages hydroélectriques de plaine, le fait de pomper dans la colonne d'eau, donc à ces niveaux-là, va perturber cette stratification. Et dans le cas des réservoirs d'altitude, on s'attend donc à retrouver un phénomène similaire. Cependant, les conditions d'exploitation et climatiques différentes interrogent sur la manière dont va s'exprimer cette perturbation. En ce qui concerne donc la deuxième composante, qui elle va regrouper les paramètres influençant la réponse d'ordre biogéochimique. Donc là, classiquement, le fonctionnement d'un lac est contrôlé par les flux de bassin versant, déterminant donc les apports alloctones de nutriments sous forme particulière et dissoute. La structure physique du lac va quant à elle jouer un rôle sur le devenir de ces nutriments au sein des différents compartiments du système et in fine influer sur l'équilibre entre les processus de respiration et de production d'oxygène, définissant ce qu'on appelle donc le métabolisme lacustre. Par le pompage, en fait, ce sont les temps de résidence et le bilan des apports qui s'en trouvent modifiés et donc potentiellement le fonctionnement général du système. Donc ces questions de modification de fonctionnement avec un impact potentiel sur la qualité de l'eau intéressent particulièrement EDF, pour qui son parc d'altitude contribue à la production hydroélectrique à hauteur de 15%. Donc, sur ces réservoirs d'altitude, EDF avait un site qui comprend 2 réservoirs représentatifs qui font partie du réseau Lac Sentinelle et qui apparaissaient donc extrêmement intéressants pour notre questionnement. Il est localisé à une altitude de 2100 mètres dans la chaîne des Belledonnes, à proximité de Grenoble. On observe un ensemble de lacs d'origine naturelle, entouré d'un environnement plutôt minéral et de quelques prairies d'altitude. Le plateau, lui, est divisé en du col des Sept-Lots, et on peut observer comment l'hydrologie naturelle, représentée en bleu, a été modifiée par un ensemble de digues et de pompages et de piquets qui mettent à contribution donc ces lacs naturels pour la production hydroélectrique. Donc ces lacs sont principalement mis à contribution lors de l'hiver et partiellement en été, souvent en association aux conditions hydrologiques. Par exemple, quand il y a des orages, donc il y a un fort apport d'eau à ces moments. Parmi ces lacs aménagés, le lac de Corne et le lac de Causse sont ceux auxquels on va s'intéresser plus particulièrement. Et un autre lac de ce site, le lac Blanc, qui lui n'a pas été mis en exploitation, va ainsi servir de proxy naturel. Un tel site apparaît très pertinent car du fait de son aménagement, en plus, l'hydrologie générale du plateau est plus facile à estimer via l'évolution des volumes des différents réservoirs par rapport à des systèmes alpins naturels. Et de plus, on se trouve à une distance de moins de 5 km pour un dénivelé de 150 mètres entre nos lacs, limitant ainsi la variabilité météorologique. Et on est en présence également d'un bassin versant à l'apparence assez homogène. Donc ces conditions devraient faciliter une comparaison de fonctionnement selon leur gradient de modification hydrologique. Et en effet, ne serait-ce que visuellement, on observe déjà une différence de couleur et de transparence entre le lac de Corne, par exemple, et le lac de Causse. On s'est donc appuyé sur ce site pour développer notre méthodologie, et donc dans le but de différencier l'influence de la modification hydrologique sur la sensibilité de fonctionnement de nos lacs, il faut déjà mesurer les paramètres décrivant ce système. On a ainsi mis en place un suivi scientifique nous permettant de mesurer les réponses temporelles des 3 lacs d'observation aux paramètres de forçage. Ce travail fournissant le jeu de données permettant une comparaison interlac. Et donc, au travers de la quantification de leur sensibilité au forçage naturel, dit environnemental, cependant, ces milieux alpins se définissent par un isolement fort et des conditions environnementales extrêmes, rendant les analyses systémiques difficiles en raison de la fréquence d'acquisition de données in situ, et notamment les paramètres des processus biogéochimiques. Donc là, comme la même chose un peu que Pascal avait présenté, on a combiné cette approche avec la mise en œuvre d'outils de modélisation numérique permettant de renforcer en fait nos jeux de données, notre compréhension de ces jeux de données. Et donc tout ça va permettre de consolider notre démarche visant à quantifier les effets du pompage par rapport au forçage environnemental. Ainsi, entre le gradient d'utilisation hydrologique de nos lacs d'observation et la possibilité offerte par les outils de modélisation,
notamment de créer des contrôles négatifs. C'est-à-dire, en fait, dans le modèle, on va prendre le lac exploité qu'on a pu mesurer et on va couper numériquement les pompages turbinages. Ça va nous donner un scénario naturel. Donc, en faisant ça, on devrait pouvoir mieux déterminer le fonctionnement général d'un lac alpin et l'influence de la mise en exploitation hydroélectrique sur sa sensibilité environnementale. On a donc renforcé le protocole lac Sentinelle pour les lacs de Cos, Corne et Blanc, avec un renforcement donc, de la résolution spatiale météorologique, de la résolution verticale temporelle et du nombre de paramètres mesurés des données physico-chimiques. Donc l'ensemble de ce suivi a porté sur les les données du suivi. Et là, je vous présente les données du suivi météorologique de la station de Cos, mais il y avait une station météorologique par lac. Donc ces données du suivi météorologique nous permettent de caractériser donc bien le contexte climatique alpin boréal, avec la température de l'air qu'on voit ici en rouge, et avec une moyenne annuelle de 4 degrés. Et on observe également une forte variabilité du rayonnement solaire qu'on voit ici en jaune, qui est associé en fait à la dynamique de couverture nuageuse, parfois accompagnée de phénomènes de précipitation qu'on voit ici en bleu. Et donc ces précipitations se font à 75% sous forme de neige, définissant donc bien un régime nival. Et le manteau neigeux y est présent environ 8 mois par an. Et enfin, les vents moyens, représentés ici en gris, avec en pointillé les max horaires, sont de l'ordre de 3 mètres par seconde majoritaire, suivant en fait le couloir du plateau des Cétois. Donc les données thermiques des 3 lacs nous permettent de reconstituer en fait la réponse physique aux forçages environnementaux, avec donc l'évolution du gradient thermique qui est représenté ici au cours des 18 mois qu'on a vu. On observe sur les 3 graphiques donc l'évolution de ce gradient thermique, et on observe tout de suite des différences marquées sur le fonctionnement physique de ces lacs, ne serait-ce qu'au niveau des régimes de brassage et de leur temporalité. On voit que les dates de retournement et de remise en place de stratification diffèrent légèrement entre les 3 systèmes. Ces différences de dynamique permettent de qualifier le lac Blanc de polymictique, où on voit que la mise en place de la stratification n'est pas nette et se fait en plusieurs étapes successives, tandis que le lac de Cos et Corne, eux, connaissent vraiment 2 périodes de stratification majeures, avec une période estivale et une période hivernale avec donc une stratification et pendant cette période hivernale, on observe les différences de contribution pour la production hydroélectrique avec la variation de la cote des lacs de Corne, qui varie de 13 mètres, donc, et du lac de Cos, qui lui va varier de 30 mètres pendant l'hiver. Donc voilà, cette dynamique thermique résulte d'une réponse au forçage climatique qui, certes, est médiée par la morphologie du lac, entre autres. Cependant, les différences de température de surface peuvent laisser penser à un contrôle atmosphérique différencié. En effet, on voit que le lac de Corne présente des températures de surface maximales de l'ordre de 18 degrés, tandis que Cos et Blanc, les températures maximales atteignent 14 à 15 degrés. Et on s'est donc posé cette question du pourquoi. On a donc travaillé sur les données météorologiques et notamment celles de température atmosphérique entre le lac de Cos et Corne. Et la station météorologique de Blanc ayant malheureusement fait défaut au cours du suivi. Un peu rude. Donc sur ce graphique, on représente la température de l'air entre Corne et Cos. Et on observe bien une corrélation forte entre les données de température de l'air des 2 lacs. Mais on a été surpris par la mise en évidence en fait, d'une différence de température moyenne annuelle de plus de 4 degrés, avec une moyenne annuelle de 3,7 degrés pour Cos, tandis que on mesure une moyenne de 7,8 degrés pour Corne. Ce qui nous surprend ici, c'est que le fait de cette différence ne peut s'expliquer seulement par le seul gradient adiabatique altitudinal, où on s'attend généralement à perdre 1 degré par 100 mètres de dénivelé. Et là, c'est pas 1 degré, mais 4 degrés qu'on a de différence. Alors qu'on est situé à moins de 5 km de distance et moins de 150 mètres de différence d'altitude. Donc si c'est pas la différence d'altitude, c'est que c'est d'autres facteurs qui sont en cause. Et donc parmi les divers facteurs que l'on a testés, le vent apparaît comme fortement corrélé à l'expression des différences de température. On a donc complexifié notre représentation graphique en classant les données selon l'intensité de vent mesurée pendant l'acquisition de température de l'air.
Et on a mis ici dans ce petit graphique les coefficients de pente de corrélation, donc en fonction des classes de vent. Et ce qu'on observe, c'est que pour des vents relativement faibles, donc inférieurs à 2 mètres par seconde, les températures de l'air sont plutôt homogènes entre les deux lacs, donc avec un coefficient de corrélation qui s'approche de 1. Et par contre, dès que le vent est supérieur, les températures de corne deviennent plus importantes avec un coefficient de pente qui tourne entre 1,2 et 1,34. Donc l'explication qui nous paraît la plus pertinente repose en fait sur la topographie locale, donc le relief local, où au nord du lac de Corne, on a un surplomb de 50 mètres de hauteur avec une pente moyenne de 73%, donc assez forte. Et en fait, ce relief isolerait donc le lac de Corne des conditions d'homogénéisation d'homogénéisation thermique par le vent ayant lieu sur le lac de Cos. Ce lac, en fait, étant positionné, le lac de Cos, étant positionné au niveau du col et donc plus fortement soumis aux conditions de vent. Et le champ de vent principal est dans cet axe-là. Donc là, c'est vraiment une question intéressante et qui rejoint la présentation de Pascal, où on voyait des différences de vent, ne serait-ce que par rapport aux données safran. Alors, certes, qui sont moyennées, mais même avec des stations météo locales, il faudra vraiment prendre en compte la topographie et si jamais une topographie forte, installer des stations météo pour chaque lac pour au moins faire les corrélations avec les données safran, par exemple. Donc, pour ces différences physiques, les mesures des paramètres biochimiques soulignent également des différences entre les trois lacs d'altitude. Je ne vais pas tout vous les présenter, mais pour répondre également à la présentation de Camille, je vais vous présenter l'évolution de l'oxygène benthique, qui est un des marqueurs soulignant ces différences de fonctionnement entre les trois lacs. Donc on observe l'évolution du lac Blanc, qui est celui qui n'est pas du tout modifié par l'hydrologie, l'évolution de l'oxygène benthique du lac de Cos et l'évolution de l'oxygène benthique du lac de Corne. Donc pendant les périodes libres de glace et pendant les périodes de prise de glace. Donc, par rapport au lac de plaine, la consommation d'oxygène dissous dans les lacs alpins se fait principalement donc, pendant la période hivernale où la prise en glace limite ces échanges atmosphériques. Cependant, Corne montre un fonctionnement où une consommation forte de l'oxygène benthique s'effectue également pendant la période libre de glace, jusqu'à retrouver des conditions d'oxygénation de l'ordre de 10%. Donc, ces premières observations décrivant la météorologie, l'hydrodynamique, la qualité d'eau nous permettent de souligner de manière très intéressante en fait, la dynamique variée de ces trois lacs pourtant dans une zone géographique très restreinte. Et ce qui est remarquable, c'est que ces observations viennent questionner finalement un type d'approche classique dans les études limnologiques étudiant les trajectoires potentielles futures. Où, pour les systèmes lacustres de plaine, on utilise finalement des prévisions climatiques mondiales avec une descente d'échelle régionale dépendant de l'orographie régionale. Et là, en fait, ce climat régional, est alors appliqué à l'ensemble des lacs et réservoirs de la région d'étude. Et sur le même raisonnement, les études de référence portant sur la sensibilité des lacs d'altitude s'arrêtent classiquement à cette échelle. Considérant que les lacs d'altitude sont relativement jeunes, provenant de la dernière déglaciation d'il y a 10 000 ans et de nature pauvre en éléments nutritifs, on pose classiquement l'hypothèse qu'ils constituent des systèmes simples dont la réponse peut être généralisée pour un ensemble géographique plus ou moins restreint. En fait, une telle approche permet effectivement des comparaisons larges avec des estimations de tendance en rapport avec les températures de surface et de lac, par exemple. Mais cependant, certaines études tempéraient déjà cette démarche par la médiation de ces réponses météorologiques apportées par les différences de morphologie lacustre ou encore la transparence des systèmes et la connexion glaciaire. Mais les premières que je viens de vous exposer, en fait, remettent un peu plus en question ces approches en soulignant finalement l'ultra-spécificité locale de l'expression des paramètres météo s'appliquant sur les lacs de haute altitude. Et donc on peut définir finalement le milieu de haute altitude comme un environnement à haute singularité météorologique. Bon, du coup, il demeure quand même notre question sur le rôle de l'hydrologie. Donc pour les systèmes donc comme ces lacs alpins sont des systèmes beaucoup plus singuliers que ce qu'on estimait en première approche, cela revient à remettre en cause notre axe de réponse
au travers d'une comparaison interlac, finalement, pour spécifier le rôle de l'hydrologie. Donc cette approche-là, on peut pas l'appliquer. Mais cette approche comparative, se basant sur une certaine homogénéité, supposer des contraintes environnementales, devait permettre d'exprimer les différences de fonctionnement essentielles selon le gradient d'usage hydroélectrique. Heureusement, il nous reste donc notre outil de modélisation que l'on a parallèlement mis en place et qui va nous permettre de construire un contrôle négatif, donc pour rappel, un lac naturel théorique sans pompage. Donc, cette méthode devrait nous permettre de quantifier finalement l'influence de la modification hydrologique par rapport aux forçages environnementaux, mais basée sur un modèle qui a été calibré et validé sur les données du suivi, de notre suivi environnemental. Donc, je ne vais pas vous présenter tout le modèle parce que ça prendra trop de temps. Et donc, je vais vous présenter vraiment les résultats qu'on a ressentis. On pourra rediscuter de ça si vous avez des questions par rapport à ce sujet. C'est juste un modèle tridimensionnel qu'on a mis en place pour ce système. Donc, on aborde maintenant une partie plus complexe qui nous permet de bien comprendre la diapo suivante qui va synthétiser nos résultats. Donc là, c'est donc le scénario P, donc le scénario de modèle pompage, c'est le scénario donc, qui correspond au suivi environnemental sur le lac de Corne. On a choisi le lac de Corne car c'est celui qui était le plus riche, qui avait la dynamique physique et biologique la plus forte, donc on s'est dit la plus intéressante pour tester un peu ces scénarios. Donc on a notre scénario P qui correspond à l'année 2016. Et on peut obtenir donc le scénario N où on coupe les débits de pompage entre les systèmes. Ce scénario correspond donc à notre contrôle négatif. Afin de quantifier les effets du pompage, on recherche alors à mettre en œuvre une analyse de sensibilité comparative afin d'établir une carte de sensibilité du fonctionnement lacustre par rapport aux forçages environnementaux, ce qu'on va appeler le SDS. Donc on va, pour un scénario donné, procéder à un ensemble de simulations où on fera varier un par un les paramètres de forçage environnementaux de la valeur de leur variabilité naturelle, calculée en fait comme étant la moyenne des écarts types mensuels sur 10 ans. Donc ça, on va le faire pour la température de l'air, la transparence de l'eau, la couverture nuageuse, etc. Et donc les résultats de l'ensemble de ces simulations sont ensuite comparés au scénario d'origine au travers donc, des paramètres de contrôle. Donc c'est l'ensemble des descripteurs physiques ou biochimiques du lac et exprimé en fonction de la variabilité de ces derniers. Ces paramètres de contrôle, ça va être paramètres, par exemple, la profondeur de la thermophile, la température du métal-ion, etc. Et concrètement, on obtient la carte de sensibilité suivante pour le scénario P. Donc ici, on observe les paramètres de forçage environnementaux testés qui sont ordonnés par influence moyenne sur les paramètres de contrôle, également ordonnés en fonction de leur sensibilité environnementale moyenne. Le gradient de couleur correspond à l'intensité de la sensibilité et le signe plus ou moins permet de figurer s'il s'agit d'une corrélation positive ou négative. Et par exemple, on observe dans le cas du scénario de pompage donc, une modification. Alors donc la variabilité environnementale du paramètre de Secchi a été calculée à 90 cm et celle de la température de l'air correspond à 3,7 degrés. Et donc on voit que pour le cas du lac de Corne et pour l'année 2016 toujours, c'est une différence de 0,9 m de la transparence entraîne des effets sur la physique bien plus importants que n'est une modification de l'air de 3,7 degrés. Il y a également la dynamique de la couverture nuageuse qui apparaît comme plus importante car elle est placée au-dessus de la température de l'air, dans la sensibilité, donc qui apparaît comme plus importante dans l'expression de la sensibilité de notre lac d'étude. Donc là, on a pour le scénario de pompage, et donc si on compare par rapport au scénario naturel, on va obtenir finalement la modification de l'expression de la sensibilité par le pompage. Donc c'est le cas de cette figure qui représente donc la différence de sensibilité imposée par pompage avec un gradient bleu pour une diminution de sensibilité et en rouge quand la sensibilisation est renforcée. Donc plus les couleurs sont enfoncées, plus l'intensité de modification de sensibilité environnementale est importante. On observe que globalement, alors pour ce cas-là, pour le lac de Corne, le scénario actuel de management modifie peu la sensibilité générale du système. Cependant, bien que modéré sur la période estivale, le pompage modifie quand même significativement
la sensibilité de la profondeur de la thermocline, la rendant moins sensible, puisque de couleur généralement bleue. En fait, c'est dû à un enfoncement de cette thermocline qui va la découpler des paramètres environnementaux tels que le rayonnement solaire et la température de l'air. Et par contre, ça va rendre le métallium plus sensible, notamment par rapport donc, à ses contributions d'apport en énergie solaire médiées par la transparence ou la couverture nuageuse. Voilà. Et donc, si on reprend notre schéma synthétique de tout à l'heure, et pour conclure cette partie des résultats, l'analyse de sensibilité nous a permis de quantifier finalement les forçages environnementaux et la façon dont le scénario actuel de gestion modifie la sensibilité environnementale. Et donc de manière de manière intéressante, on a pu mettre en évidence l'importance des paramètres de contrôle indirects liés à la relation lac-bassin versant, soulignant le besoin de bien comprendre en fait les évolutions de ce dernier dont le fonctionnement apparaît comme spécifique pour chaque entité. Donc ainsi, pour répondre à notre problématique initiale, à savoir est-ce que la modification de l'hydrologie impacte la sensibilité environnementale d'un lac alpin, on peut remettre toutes nos conclusions en perspective. Notre démarche comparative s'est heurtée à une singularité météorologique forte, mais pas aussi prégnante en fait pour ces systèmes alpins. Et cette singularité, comparativement au système de plaine, risque de rendre le travail sur les trajectoires futures des lacs d'altitude beaucoup plus complexe dans leur appréciation fine. Plus que les paramètres de forçage principaux, dans notre cas, c'est-à-dire la transparence et la couverture nuageuse, sont des paramètres très peu suivis et sujets à de probables modifications. Donc, tant pour la couverture nuageuse, où les modèles climatiques connaissent encore de grandes incertitudes, notamment pour les zones de montagne, que pour la transparence, où la dynamique du bassin versant est appelée à évoluer, sous la pression du changement climatique sous la pression du changement climatique. Ainsi, donc, l'étude de ces lacs se retrouve limitée par leur singularité et notre approche de ces systèmes doit connaître un renforcement des paramètres d'observation et des prédictions futures les concernant. Et donc, grâce à la mise en place de notre modèle hydrobiogéochimique, on a également pu souligner que le scénario actuel de management impactait faiblement notre système d'études, avec toutefois une sensibilité importante de la thermocline, ce qui nous a poussé à nous interroger aussi sur les possibilités offertes par la spatialisation des schémas d'aménagement. Ça, je ne voulais pas présenter dans cette présentation, mais en fait, avec le modèle, on a pu tester différents modèles de scénarios de gestion pour voir s'il y en avait des plus ou moins impactants. On pourra voir dans les questions si vous en avez. Et donc, donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai dit avec le questionnement vraiment sur ce questionnement site spécifique. Ça va être vraiment important et en plus ces conditions ne seront même pas du tout, ces évolutions et ces conditions ne seront même pas du tout les mêmes à travers le monde, tant du point de vue de leurs effets que de l'hydrologie. En effet, l'hydrologie en Amérique du Nord, l'hydrologie et en Europe, l'hydrologie dépend principalement de la désynchronisation entre accumulation hivernale et fonte estivale, tandis que accumulation et fonte se produisent en même temps pour la chaîne himalayenne lors de la mousson. Et enfin, pour les Andes, le driver dominant de l'hydrologie, c'est plutôt la sublimation. Donc ça va vraiment être site spécifique et même au niveau des régions montagneuses, ça va être vraiment différent. On ne pourra pas généraliser certains phénomènes à l'ensemble de la planète. Donc on comprend ainsi que pour chaque projet d'aménagement de haute altitude qui vont se mettre en place, de toute façon, ça va être une demande qui se réaliser. Une étude spécifique devrait être menée afin d'optimiser les schémas de connexion pour bien prendre en compte les sensibilités locales et les contraintes aval. Et donc la démarche que nous avons ici développée à l'aide d'un modèle représente en ce sens une approche qu'on pense intéressante et reproductible. Donc là maintenant, je vais, pour l'axe Sentinelle, je vais des questionnements sur des jeux de données où les modèles ont montré des limites et comment on a tenté de répondre un peu à ce questionnement, notamment sur la transparence de l'eau, où on n'avait pas de données
Et le protocole là de Sentinel, c'était juste une mesure de transparence en septembre. Nous, on avait fait des mesures de séquie à chaque fois qu'on y allait, donc on sortait chaque mois pendant l'été et, et une fois pendant l'hiver. Mais le modèle, en fait, quand j'ai calibré le modèle physique, il y avait vraiment une grosse dépendance à la précision des mesures de transparence, comme on le voit dans l'analyse de sensibilité, ne serait-ce que varier de 0,9 mètres de la transparence de l'eau donc sur l'ensemble de l'année, hein, enfin de l'été, ça avait une grosse importance. Donc en 2017, on a mis 3 à 4 capteurs par donc de rayonnement solaire synthétique sur la colonne sur la gamme de profondeur de séquille qu'on avait estimé maximum. Et j'ai converti aussi les données de la station météo pour avoir le rayonnement par au niveau zéro du lac. Là, pour ça, après, j'ai sélectionné le rayonnement entre 11h et 16h. Après, j'ai fait un fit avec une haute décroissance de la lumière et j'ai gardé que les données où j'avais un R carré, donc les données horaires, où j'avais un R carré supérieur à 0,97. Et avec ça, j'ai pu en fait déterminer la zone photique et donc revenir à une profondeur de séquille. Et donc on voit avec donc les points verts, c'est les données d'observation de 2017, les points bleus de 2016, et donc en rouge, c'est le signal corrigé de 2017, et on voit qu'on passe vraiment par les lacs, par les points d'observation de 2017. On a une erreur assez bonne. Et voilà, donc c'était juste un protocole test, et moi ça m'a vraiment permis d'améliorer mon modèle. Ça a été une importance importante. Par contre, bah, voilà, il y a des limites qui vont être, il faut une correction au biofouling avec les mesures in situ. Donc ça, après, sur les lacs d'altitude, en fonction de leur productivité, ça va être plus ou moins, la productivité primaire, ça va être plus ou moins nécessaire. Mais moi, j'ai dû corriger quand même une dérive des capteurs, malgré le fait que je les nettoyais chaque mois. Donc ça, voilà, c'est à prendre en compte. Là, le nombre de points de mesure aussi est assez limité. 3, c'est pas assez. Clairement, je chasse beaucoup de points dus à des imprécisions. Et du coup, j'ai pas de. Je pense que j'ai une perte Si on avait une résolution plus importante en termes de capteurs, ça se trouve, on verrait une hétérogénéité aussi sur la verticale qui est intéressante, à mon avis, pour la prise en compte de certains paramètres. Donc voilà ce que je voulais dire à peu près sur la transparence. Et enfin, un dernier truc sur la qualité de l'eau. Ça, c'est les résultats de la modélisation. C'est pas pour rentrer sur la modélisation en général, mais c'est pour souligner en fait un manque de données et la compréhension des dynamiques de bassin versant. Donc pour aller plus loin sur le flux nutriments. Malgré tout, du modèle qualité d'eau fait ressortir 2 périodes critiques pour le modèle et le système lacustre, agissant notamment donc, sur la dynamique algale, qu'on va représenter ici. En fait, les 2 périodes qui sont super importantes dans le modèle, c'était le flush printanier, en fait. Donc la fonte printanière qui renouvelle totalement l'eau. Donc ça, faut la comprendre. Enfin, le débit et les apports en nutriments à ce moment-là sont super importants pour le départ de la dynamique algale. Et donc ça, c'est pour le premier pic algal. Et en fait, après, il y a un deuxième pic algal que je reproduis un petit peu, mais j'avais un peu du mal parce qu'il me manquait des informations nécessaires. C'est pour ça que dans les articles qu'on a publiés, on n'a pas été trop là-dessus. Mais la deuxième dynamique algale, plutôt de surface, en fait, ça serait plutôt lié au phénomène d'orage. Donc là, je parle toujours pour Corne. Hein. C'est pas forcément vrai pour l'ensemble des lacs. Et pour Corne, ça avait l'air d'être lié à des dynamiques d'orage. Et par exemple, on a fait un suivi en 2017 sur un des gros orages, on a eu de la chance, où le débit de Corne à ce moment-là est multiplié par 10, l'apport en azote il est multiplié par 1,5, en phosphore il est multiplié par quasiment 5, en carbone il est multiplié par 2,4. Donc on voit vraiment c'est des flushs des plus de nutriments lors des orages. Et là on manque d'informations sur l'évolution de la dynamique de réponse du bassin versant, l'évolution au cours de la saison, en fonction du type d'environnement, notamment
le pourcentage de zones humides, où il y a quelques études qui montrent déjà que ce pourcentage est fortement lié donc, au flux de nutriments au lac. Et donc finalement, ce couple bassin versant lac est vraiment important à renforcer dans sa compréhension, d'autant plus que la complexité morphologique du milieu alpin pose des défis considérables au modèle climatique et donc des sources d'incertitude dans les projections climatiques. Toutefois, une tendance générale en fait, dessine une augmentation de l'intensité de ces précipitations extrêmes en toute saison et dans la plupart des régions alpines. Donc, pour bien comprendre ces flux de nutriments, il va falloir qu'on renforce notre compréhension de l'interaction bassin-versant. Et enfin, on m'avait demandé, alors moi, de par mon poste à Ségula, je dois trouver un peu réfléchir à des projets scientifiques. Bon là, les conditions sanitaires rendent un peu tout ce travail difficile. On m'avait demandé de présenter un peu des idées pour la suite. J'ai pensé à un projet CERAC où on pourrait donc voilà continuer un peu cette démarche qui, qui, qui présente un intérêt de coupler modèle et acquisition de données par le réseau Lac Sentinelle, avec un premier projet qui pourrait s'intéresser à la sensibilité hydrologique pour chaque système bassin versant, donc vraiment comprendre les stocks de neige, leur évolution, quand est-ce qu'ils fondent, qu'est-ce qu'ils apportent et les dynamiques d'orage, parce que là, autant sur les lacs de Cos et Corne, on est dans un système exploité hydroélectriquement, donc on a une évolution des volumes d'eau. Donc on a une bonne idée, mais sur les autres systèmes, c'est moins vrai. Et après, couplé avec des modèles pour étudier la thermie, couplé avec des modèles de bassin versant pour obtenir les flux de nutriments, et enfin aller sur des modèles biogéochimiques, et donc faire la synthèse de tout pour vraiment bien caractériser la sensibilité environnementale du réseau Lac Sentinelle, par exemple, aux différents scénarios climatiques. Voilà pour ma présentation.